Alors on va faire un peu d'histoire pour démarrer. Donc même si on n'a jamais autant parlé de virus, en réalité ils sont bien plus anciens que nous, plus anciens que l'humanité même. Ah oui, très largement. Alors en pratique, c'est impossible d'avoir une vraie date pour l'apparition des virus. C'est quelque chose qu'on n'a pas les moyens de reconstruire pour l'instant. Mais il y a pas mal d'hypothèses qui disent que les virus sont vraisemblablement aussi anciens que la vie elle-même. Donc la vie elle-même, c'est un peu plus de 3,5 milliards d'années, alors que l'apparition de l'espèce humaine, enfin de la branche qui a donné naissance à l'espèce humaine, c'est 700 millions d'années. C'est 7 millions d'années, pardon. Donc on n'a vraiment rien à voir entre 7 millions et 3,5 milliards. Les virus sont clairement beaucoup plus anciens que nous. Et Tania, ça veut dire quoi d'ailleurs le mot virus? Ça vient du latin, je crois. Qu'est-ce que ça signifie? Qui c'est qui a donné ce nom? Alors ça vient du latin qui veut dire poison. Et formellement, personne n'a jamais donné ce nom au virus. C'est un nom qui a été utilisé pas mal au 19e siècle pour désigner toutes les entités microscopiques qui causaient des maladies, globalement. Mais la première fois que le mot virus a été utilisé pour désigner ce que nous, aujourd'hui, on appelle des virus, c'était en 1898, donc c'est quand même relativement récent, et c'est un scientifique qui s'appelait Martinus Beijerinck qui l'avait utilisé. Et justement, les biologistes de la fin du 19e, voire début du 20e siècle, ils ont vite compris que les virus, c'était comme les problèmes, plus on en cherche, plus on en trouve. Oui, c'est une règle qui marche toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que les premiers travaux sur un virus, c'était sur un virus qui infecte les plants de tabac, dans les années 1880-1890, et très très vite, plus on a cherché des virus, plus on en a trouvé, mais c'est-à-dire qu'en 30 ans, on en avait déjà identifié une soixantaine, alors qu'à l'époque, on avait très très peu de moyens pour les étudier. Aujourd'hui, sur une seule recherche de virus, on peut potentiellement trouver plusieurs milliers, voire dizaines, voire centaines de milliers d'espèces qu'on ne connaît pas forcément. Et donc pendant longtemps, en fait, on en découvre de nouveaux virus, 19e siècle, 20e siècle, mais on peut pas en faire grand-chose, parce que bon, certes, on les trouve, on les identifie, mais on peut pas vraiment les observer, parce que techniquement, ça suit pas, c'est ça? C'est ça. En fait, les virus ont beaucoup été définis à partir de leurs caractéristiques négatives. On n'était pas capable de les voir au microscope, on n'était pas capable de les cultiver en laboratoire, et on n'était pas capable de les arrêter en utilisant des filtres, alors que ces filtres arrêtaient très bien les bactéries. Donc on savait qu'ils existaient, parce qu'ils rendaient quand même des plantes, en l'occurrence au début, puis des animaux, des humains malades, mais on était incapable de les purifier et de les étudier en tant que tels. Ça arrivé encore plusieurs dizaines d'années plus tard. Et justement, en ce qui concerne les virus humains, ceux qui peuvent nous donner des maladies, longtemps on a avancé à l'aveugle pour trouver des solutions. Et on va prendre l'exemple de la variole avec la variolisation, un procédé qui est intéressant mais dangereux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors il faut se remettre un peu dans le contexte. Au début du XVIIIe siècle, la variole, c'était largement pire que le coronavirus aujourd'hui. On a du mal à imaginer que ça peut être pire, mais expliquez-nous. Oui, ça touchait beaucoup de gens, donc un peu comme le coronavirus, mais ça en tuait les 2/3. Voilà. Oui, effectivement, donc, là on a compris, c'est bon, vous nous avez calmé. C'est clairement beaucoup plus grave, et même les gens qui survivaient, la variole, c'était connu pour laisser des cicatrices très visibles, y compris sur le visage. Donc voilà, c'était vraiment un des fléaux de l'époque. Et donc tout était bon pour essayer de réduire cet impact. Et en fait, c'est une femme, Marie Wortley Montaigu, qui a ramené en Europe une technique qui était utilisée en Turquie à l'époque, qui consistait, de façon pas du tout glamour, à utiliser du pus provenant de malades pour l'inoculer à des personnes saines. Donc, comme ça, on est d'accord, ça fait pas du tout envie. Non, c'est sûr. Mais le principe, c'est qu'il y avait quand même beaucoup moins de morts en faisant ça. Les gens mouraient moins de cette inoculation volontaire que de la maladie s'ils l'attrapaient ensuite. Mais le salut est venu des vaches, je crois. C'est ça. Expliquez-nous. Voilà. Ça a l'air très improbable, dit comme ça. Oui, c'est pour ça que je l'ai balancé comme ça, je me suis dit. Ça marque les esprits en général. Voilà, la variolisation, ça consistait à injecter du pus de patients qui avaient la variole pour se prémunir de la variole. Donc c'était quand même risqué. Et en fait, c'est quelques décennies plus tard, un médecin qui s'appelait Edward Jenner s'est rendu compte que les personnes qui travaillaient auprès des vaches n'attrapaient jamais la variole parce qu'elles avaient une autre maladie qui était une maladie de vache, donc qui faisait très peu de dégâts chez l'humain, voire à peu près aucun, et qui s'appelait la vaccine. Et en fait, il a eu l'idée d'utiliser ce virus de vache en l'inoculant volontairement aux humains pour les empêcher d'attraper la variole. Et c'est comme ça qu'on est passé de la variolisation à la vaccination. Le mot vaccin vient en fait du nom d'un virus de vache.